Et voilà, c'est en route. Nous sommes en live. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Après le souci technique de la semaine dernière, souci technique étant réglé, Luc est de retour. Le retour du Jedi, on aurait dû appeler ça comme ça, l'émission, tu sais. Donc voilà, ça y est, il est en live avec nous. Luc, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Et puis merci encore. Bonsoir et à toutes. Ouais. Alors merci de revenir chez nous une nouvelle fois pour un nouveau thème. Donc pour ceux qui n'avaient pas nécessairement vu l'émission, le premier passage de Luc chez nous, bah écoutez, c'est sur la chaîne YouTube, vous savez comment ça se passe. Je vais juste afficher ma petite bannière, hop, voilà pour le Tipeee. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec Monsieur Luc Biget de mythologie. Alors évidemment, c'est facile de sélectionner Luc Biget pour parler de mythologie, mais en même temps, c'est bien parce qu'il a des choses à dire que c'est intéressant de le recevoir avec nous. Alors, les questions du chat, les amis, on les prendra dans un second temps, comme on fait d'habitude. Pour l'instant, on va développer la thématique avec Luc. Donc, il va nous partager un petit peu ce qu'il a découvert sur ce thème de la mythologie. Et après, évidemment, on passera aux questions. Si Luc, ça va pour toi, si on Très fait bien. comme ça? Bien sûr. Ouais, super. Donc, on va y aller. Luc, première chose, tu as un site internet Oui. qui s'appelle, si je me trompe pas, réenchanterlemonde.fr, c'est ça? Non.com. .com. Alors, je sais, les amis, j'ai pas fait attention si je l'ai mis en description de la vidéo ou pas. En tout cas, vous retrouverez le site de Luc, vous pourrez retrouver son travail. Est-ce que tu veux nous en parler succinctement un petit peu avant de démarrer, histoire que tu puisses aussi faire connaître un peu ton travail comme ça? Tu veux bien? Oui. Oui. Euh, c'est un site qui. Il y a deux parties en fait en site. Il y a une partie en accès libre où il y a pas mal d'articles, de vidéoconférences et beaucoup de liens sur toutes les thématiques autour du réenchantement du monde. Alors, le réenchantement du monde, c'est quoi? C'est simplement un regard différent porté sur le monde. Pour le faire simple, en voyant qu'on peut, aujourd'hui, on est dans une dimension très utilitariste par rapport à notre vie, mais on peut aussi l'envisager sous un autre angle, c'est-à-dire non pas avoir une relation sujet-objet au monde, mais une relation sujet-sujet. Autrement dit, c'est toute une réflexion sur l'âme, l'âme du monde, l'âme des différents règnes de la nature et évidemment l'âme individuelle. Alors, il y a toute cette partie, puis il y a une autre partie qui est donc sur abonnement à 12 euros par mois, où il y a une centaine de vidéoconférences où sont développés les outils en réalité pour entrer en contact avec cette âme du monde et cette âme individuelle, notamment l'astrologie, la mythologie. Il y a un certain nombre d'interviews sur la conscience, des personnes qui ont des expériences non ordinaires de conscience, et puis un travail plus spécifique sur le symbolisme, comment lire un symbole et qu'est-ce que c'est qu'un symbole. Donc il y a ces deux parties, une partie formation en ligne et une partie ouverte à tout le monde. Eh ben voilà, comme ça vous savez les amis, vous avez un descriptif. Alors voilà, vous pouvez aller voir, il me semble que j'ai mis le lien en description de cette vidéo, mais en tous les cas, vous retrouverez tout ça, je vais le mettre ensuite, vous pourrez aller voir le site de Luc. Alors, Luc, si ça va pour toi, on va plonger dans le thème Oui, de ce allons-y. soir. Alors, j'ai fait un grand thème ouvert et on va égrener un petit peu tout ça au fur et à mesure. J'ai appelé ça mythologie. Pourquoi la mythologie? Qu'est-ce que la mythologie? En fait, ce qui m'intéresse, et c'est la première question que je vais te poser pour ouvrir le bal, c'est pourquoi, à un moment donné de l'évolution, l'homme a-t-il eu besoin de créer des mythes? Alors, la réponse, c'est qu'on ne sait pas. Merci, Euh, bonne soirée. voilà. Non, alors en plus, la question est en plus peut-être mal posée parce qu'on n'a pas créé des mythes. Tout ce qu'on sait d'un point de vue ethnologique, sur certains nouveaux mythes qui sont apparus, ils sont apparus à travers des rêves, par exemple. C'est-à-dire des rêves de personnages importants d'un clan et qui ensuite est devenu un mythe parce que ça s'est répété, répété. Mais c'est très difficile de connaître l'origine des mythes en réalité.
Alors, les mythes grecs sur lesquels j'ai pas mal travaillé, comme le mythe du héros, hein, le mythe d'Hercule, les travaux d'Hercule, certains de ces travaux remontent au néolithique, c'est-à-dire entre 15 et 18 000 ans avant notre ère, et qui se sont répétés beaucoup par tradition orale. Et après, évidemment, Ovide, pardon, euh, Homère, pardon, au 9e siècle avant notre ère, 8e, les a mis par écrit, mais c'était le fruit de toute une tradition orale plurimillénaire en réalité. Alors, il y a une étude qui a été faite par un universitaire d'Oxford, je crois, à travers des éléments à la fois sémiologiques, à travers des éléments de lieux typologiques, à travers la génétique, enfin un certain nombre de faisceaux d'informations. Il est arrivé à la conclusion suivante, qu'il y a eu deux grandes vagues d'immigration venues d'Afrique, bien sûr, à l'époque. Il y a 60 000 ans, moins 60 000 ans, et une il y a moins 40 000 ans. Et ils ont amené avec eux en réalité leur grand mythe fondateur. Et ces mythes se sont du coup répartis un peu partout sur toute la planète, aussi bien en Orient qu'en Occident que dans les deux Amériques. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs des mythologèmes à peu près identiques dans toutes les cultures. Le thème des jumeaux, par exemple, est partout. Le thème du vol du feu est toujours un rapt. L'acquisition du feu, c'est-à-dire de la connaissance, est toujours un vol, est toujours un rapt. Donc on a des mythologèmes comparables dans toutes les grandes cultures. Donc ça, c'est une explication qui est plutôt un cheminement au fond anthropologique, hein, depuis l'Afrique jusqu'en Europe, et ensuite en Asie et en Amérique. L'autre explication, c'est de dire que ce sont des symboles universaux. Alors ça, on est dans une approche jungienne. Et donc, l'idée, c'est de dire il y a un certain nombre de grandes structures qui habitent l'inconscient, et ces structures vont s'exprimer différemment et prendre le visage et la couleur de la culture à laquelle elles s'adressent. Alors, c'est pour ça que le thème de la gémellité, par exemple, n'est pas traité de la même manière dans la Rome antique avec Romulus et Rémus, qu'elle est traitée chez les Ashvin en Inde, qui sont des dieux jumeaux également, ou qu'elle est traitée dans d'autres mythologies d'Amérique du Sud. Mais, en fait, la thématique centrale est universelle et elle va se colorer en fonction de la culture dans laquelle elle s'exprime. Donc, c'est les deux grandes hypothèses en réalité pour comprendre le monde du mythe. Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations hein, pour développer les mythes. On a dit c'est des forces de la nature, ça c'est Fraser. On a dit c'est des éléments psychologiques pour expliquer le lever du soleil ou la disparition des étoiles, je ne sais pas quoi. En fait, je crois qu'on a fait beaucoup de projections interprétatives à partir de nos propres conceptions sur la mythologie. On peut aussi dire, comme l'a développé un ami, mais ça me semble assez pertinent, que le mythe est une espèce de yoga de l'Occident, c'est-à-dire les histoires mythiques racontent une histoire initiatique qui permettent de comprendre la nature humaine, son évolution, sa transformation et sa réalisation. Donc voilà, il y a plein de manières de comprendre les mythes en réalité. Alors, une autre raison pour laquelle il y a plein de manières de comprendre les mythes, c'est que le symbole est polysémique. C'est-à-dire il s'adresse toujours à plusieurs niveaux de lecture en fonction du besoin de la personne. Donc, il ne faut pas aborder la mythologie comme on aborde une équation mathématique ou un événement contemporain, parce qu'on a tendance souvent à rationaliser, à dire que c'est rationnel, alors que le mythe n'a rien de rationnel en réalité. Et la pensée des peuples du néolithique et même la pensée des peuples qui ont fait les mégalithes vers moins 10 000 n'était pas du tout la pensée rationnelle qu'on a nous. Donc ce serait un petit peu un anachronisme d'essayer de les comprendre en donnant des explications comme les explications naturelles, psychologiques ou liées à la peur ou à plein de choses comme ça. Alors si on regarde après attentivement la structure des mythes, moi je pense. Mais en même temps, les explications ne s'excluent pas mutuellement entre ces deux grands thèmes, hein, la thèse anthropologique et la thèse symbolique. Évidemment, quand on regarde en détail les mythes, on se rend compte que c'est une foison de symboles extrêmement précis et extrêmement pertinents qui sont agencés d'une manière très précise. Donc, j'aurais plutôt tendance à aller du côté de la thèse jungienne à ce moment. Il y a quelque chose de très intéressant que tu as tout de suite soulevé dès le départ, c'est reformuler la question. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
il y a cette tendance à penser chez les modernes très souvent, à penser de manière égocentrée, c'est-à-dire en partant de cette idée que tu dis, c'est-à-dire nous rêvons, donc des choses viennent à nous par le biais de l'onirisme et nous pouvons grâce à ça confectionner des mythes, des légendes, etc., qui vont devenir des moyens de transmettre un système d'information. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu disais, c'est-à-dire, ce n'est pas nous qui créons les mythes, ils viennent à nous et simplement, il y aurait une interface en l'homme qui pourrait arriver à décortiquer, à comprendre et à mettre en forme quelque chose pour donner du sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est à quel moment et peut-être pourquoi cette tendance à rester égocentré en se disant que peut-être je rêve, mais finalement c'est quand même moi, dans mon psychisme, qui met en forme les choses, à l'inverse d'une idée qui dirait la nature m'amène des éléments et parce qu'elle m'a doté de quelque chose, d'une espèce de pouvoir de mise, de mettre du sens sur les choses, alors j'ai la possibilité, via la mythologie, de créer du sens. Donc on aurait une vision égocentrique et une vision peut-être qui l'est un peu moins. Alors comment on joue avec ces deux polarités, en fait, selon toi? Je trouve qu'on est sur un problème de fond ici. Parce que, évidemment, la vision cartésienne, qui, elle, du coup, a tendance à nous égocentrer, hein, puisqu'elle ramène tout à la logique et à l'individu, et elle suppose, enfin, je vais faire un peu injure à Descartes, hein, parce que Descartes avait un problème métaphysique, avait un programme, pardon, métaphysique, et on a complètement oublié de nos jours. Il n'avait pas seulement un programme de l'homme-machine et de la mécanique. Mais bon, c'est plutôt le positivisme, en fait, Auguste Comte, qui est à l'origine de notre système de pensée. Encore que Comte lui-même soit, à la fin de sa vie, passé sur des visions beaucoup plus mystiques. Mais passons. Mais le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est que dans notre logique, dans notre science à nous, on a du mal à accepter qu'il y ait une information qui puisse exister sans support matériel. D'où la difficulté des thèses jungiennes, surtout en France, hein, parce que l'inconscient collectif, c'est forcément une information qui est en dehors du cerveau, et donc on ne connaît pas son support, ni son moyen de transmission, ni s'il y a une causalité, on ne sait rien en réalité. En fait, il n'y a pas de moyen de transmission, il y a juste de la transcausalité, mais bon, ça, c'est d'autres lois qui organisent ce monde-là. Et donc, bon, ça c'est le postulat scientifique qui est dominant. Après, il y a un autre postulat qui est de dire la conscience et le sens existent partout dans l'univers et donc autour de nous et dans la pièce où on se trouve et dans la terre sur laquelle on vit. Mais c'est de l'information qui n'est pas supportée par quelque chose d'organique et de matériel. Donc, et c'est probablement pour ça que l'homéopathie fonctionne, d'ailleurs. Et donc, on voit bien le problème, le scandale méthodologique que ça pose, parce que il suffit de se rappeler le scandale sur l'homéopathie, qui est en réalité un discours idéologique contre l'homéopathie et qui dépasse bien sûr les limites de la science, quand on voit que à l'époque, benveniste, ils avaient envoyé un magicien dans son laboratoire pour vérifier qu'il ne faisait pas des fausses manips. Enfin, c'était du délire absolu. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais, donc, je sais, c'est vrai. Ouais. Donc, il y a une espèce comment dirais-je, de violence inconsciente et profonde contre le fait d'accepter qu'il y ait une information qui soit délocalisée et qui puisse véhiculer du sens. Donc, du coup, si on garde ce postulat scientifique et rationnel, on va dire on va créer du sens. Et les mythes, on va dire, c'est du sens qui a été créé par l'histoire, par des accidents, par des peurs, bref, par des petits égos qui disent, voilà, moi je suis mal dans ce monde et j'ai besoin de me raconter des histoires. Alors ça, c'est un point de vue complètement erroné, simplement parce que les gens du néolithique n'avaient pas de cette rationalité qu'on a aujourd'hui. Et ils considéraient que la nature, c'est l'épiphanie de la grande déesse. C'est-à-dire que les lois de la nature, c'est la manière de rendre visible cette divinité invisible. Donc c'est le manteau de la grande déesse, pour prendre une image.
Donc, ils n'étaient pas dans cette logique très, très séparative qu'on connaît en science aujourd'hui. Et donc, on a toujours intérêt comment dirais-je, on a toujours tendance, malheureusement, à prendre le point de vue du contemporain pour analyser un phénomène historique qui a été créé avec la logique des gens de l'époque et non pas avec notre logique à nous. Donc, encore une fois, on ne crée pas du sens, on ne crée pas un rêve, le rêve survient et se révèle, de même que le mythe survient et se révèle. Donc, on pourrait dire que le mythe, ce sont les grands rêves de l'humanité ou les grands rêves d'une culture, alors que le rêve, au sens strict, c'est le rêve d'un individu, mais les messages sont les mêmes, d'une certaine manière. Un rêve, vous savez, quand on est à l'époque de la grande époque de la Grèce, les gens qui étaient malades se rendaient dans le temple d'Asclépios, demandaient un rêve à Apollon, et ce rêve donnait des indications thérapeutiques sur la manière de se guérir. On a oublié tout ça, bien sûr, encore. Donc, oui, c'est sûr. Oui, c'est un peu dramatique parce qu'il y a une espèce de supériorité intellectuelle de notre époque qui est terrifiante parce qu'elle considère que les autres, ils étaient infantiles. Alors qu'en réalité, simplement, ils pensaient autrement et ils avaient une cosmovision, une cosmogonie différente. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à plonger dans la logique de ces différentes cosmogonies, on pourra avoir qu'un rapport de supériorité infantile par rapport à ces différentes cultures. Donc, pour revenir au rêve, le rêve individuel dit comment on va se guérir, et les grands mythes vont dire quelle est la nature de l'âme du monde et comment la recontacter. Donc, ce sont en réalité des chemins initiatiques. Les 12 travaux d'Hercule, c'est un chemin initiatique exceptionnel. Alors, c'est ce qui m'intéresse là. Ouais. J'insiste là-dessus, mais le point important, c'est la question du sens. Hein. C'est-à-dire, on a trois hypothèses sur le sens du sens. Le premier que j'évoquais tout à l'heure, il est produit par l'activité neuronale. Donc là, on est dans une logique biologique, cartésienne. La deuxième hypothèse, c'est que c'est une émergence. Et ça, c'est Sri Aurobindo qui, pour la première fois, l'a développé, en disant, voilà, une émergence, c'est quoi? C'est l'apparition du nouveau à partir de choses anciennes, mais le nouveau étant totalement impensé, pas impensable, mais impensé tant qu'il n'est pas survenu. Par exemple, si vous mettez deux gaz, de l'hydrogène et de l'oxygène ensemble, ben, ça fait de l'eau, mais on ne peut pas penser l'eau tant qu'on n'a pas vu le liquide, en réalité, à partir de la logique des gaz, simplement. Donc, il dit qu'il y a eu trois grandes émergences. Donc, Aurobindo dit il y a eu trois grandes émergences depuis le Big Bang. Donc, Big Bang, apparition, espace, matière, espace, énergie et temps. Et puis, 300 000 ans plus tard, première apparition de la matière sous forme d'électrons, de protons, de galaxies, etc. Bon. Beaucoup plus tard, sur une petite planète bleue que l'on connaît bien, apparition de la vie biologique. Donc là aussi, c'est une émergence. Personne ne pouvait prévoir comment qu'une cellule allait faire un dedans et un dehors et que la vie intérieure allait naître à partir de la première cellule, en réalité. Et puis, troisième émergence avec Homo sapiens, la conscience. Et la conscience de quoi? La conscience du sens. Donc, dans cette logique, ça veut dire que la matière, la vie biologique et le sens sont le fruit de la croissance de l'univers, sont le fruit de l'évolution de l'univers lui-même. Donc, d'une part, le sens est délocalisé à ce moment-là, et ensuite, nous sommes co-créateurs de l'évolution avec l'univers lui-même. Puisque quand on révèle le sens, on révèle l'univers à sa propre nature. Pour le formuler autrement, l'univers a créé des yeux, alors des yeux d'humains, mais aussi des yeux d'animaux, des yeux d'abeilles, des yeux de lynx, des yeux de poissons, etc., pour se voir. Il a créé des nez pour se sentir, des milliers et des milliers de nez pour se sentir, des milliers d'oreilles pour s'entendre, et des milliers de sons pour pouvoir se dire, et notamment à travers la parole humaine. Donc au fond, c'était la thèse d'Hegel, en fait. Hegel disait le but de l'histoire de l'univers, c'est de devenir conscient de lui-même. C'est pour ça qu'il s'est créé une multitude de sens, 5 sens, mais sous une multitude de formes, à travers plein de règnes, pour prendre conscience de lui-même sous toutes ses facettes, si je puis dire.
Et la troisième hypothèse, qui est la transcendance du sens, c'est-à-dire il existe autour de nous, mais en même temps invisible, un monde de sens, un monde d'archétypes, là on se rapproche de Jung, qui interagit de temps en temps avec le monde ordinaire, ça s'appelle des synchronicités, et que l'on peut percevoir directement, ça s'appelle une intuition. Donc, dans ce cas-là, la fonction de l'être humain n'est plus de créer du sens comme en biologie, n'est plus de co-créer avec l'univers comme dans le modèle de l'émergence. Il est d'entrer en contact direct avec le monde du sens pour créer un pont et honorer sa verticalité, qui est le seul mammifère qui a cette posture dans le règne animal. Donc, ces trois lectures fonctionnent, hein, mais encore une fois, elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Oui, j'entends bien. Et il y a ce mot sens que tu emploies beaucoup, oui. Et puis à dessein, puisqu'on parle effectivement de choses qui sont là pour révéler ce sens, le mettre en lumière. Mais alors, dans l'acception du mot, évidemment, on peut entendre déjà beaucoup de choses. Le sens en tant que direction, le sens, ce qui organise, le sens, c'est-à-dire ce qui anime la pulsion de vie de quelque chose, de quelqu'un, etc. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que la mythologie, est-ce qu'elle cherche à nous communiquer, veut éclairer toute cette polysémie, ou alors il y a quand même des champs d'application prioritaires? Ah non, la mythologie n'explique pas tout. Non, on peut aussi, bien sûr, se construire du sens dans sa propre vie par la pensée positive, par exemple. Ce qui, de mon point de vue, est une catastrophe, parce que c'est bien aussi. Parce qu'on se crée un faux self en réalité. Alors ce faux self, il peut être joyeux, il peut être etc., mais il n'est pas ancré dans l'essence de l'être. Et quand le faux self s'écroule, tout s'écroule. C'est quand même très violent. Donc, mais on peut le faire, on peut créer du sens. D'ailleurs, toutes les idéologies, c'est du sens, en partie en tout cas, qui est créé, qui est produit. Et le drame d'une idéologie, alors c'est ça la difficulté, parce qu'une idéologie, c'est de la création de sens, ou en tout cas, c'est du discours créé sur un sens fondateur, qui est archétypal, lui, parce que sinon l'idéologie ne tiendrait pas la route. Mais c'est une création de sens qui est capable de tout renverser, même le réel. C'est-à-dire, l'idéologie, c'est le seul truc qui ne se laisse pas abattre par les faits et l'observation et l'analyse et les situations. On le voit bien aujourd'hui, hein, Covid, on est dans une espèce d'idéologie de la peur il n'y a plus aucune analyse objective et rationnelle des faits. Ils sont tous soit biaisés dans les discours, soit exagérés, soit même faux, souvent. Donc, on est pris dans ce discours idéologique qui est une manipulation de la peur. Donc, on voit bien qu'on peut créer du sens, mais la mythologie ne s'adresse pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, la mythologie, c'est vraiment le sens qui va nous habiter et nous donner de la joie intérieure ou donner une direction à notre vie ou donner de la sérénité ou de la paix profonde qui parle au cœur, en réalité. Elle ne va pas parler au cerveau, elle va parler au cœur. Ouais, donc, en fait, il y aurait... Ouais. En fait, il y aurait donc, derrière cette notion de sens, il y aurait peut-être chez certains une quête égotique, c'est-à-dire je me fabrique une idéologie confortable pour pallier aux souffrances d'un moi qui subit une turbulence dans la vie ou quoi que ce soit. Et puis, il y aurait alors un sens, on pourrait dire spirituel finalement, qui élève, qui ouvre les capacités de percevoir les choses autrement, etc. Et on pourrait voir les choses comme ça? Oui, c'est un peu dualiste. Je taquine exprès. Non, mais c'est pas faux, mais c'est dualiste. Faut se méfier du dualisme, hein, parce que il a toujours tendance à... C'est pratique parce que ça clarifie l'esprit, mais en même temps, c'est dangereux parce que ça crée des barrières et des différences. On peut donner du sens à son existence. Ça, ou chercher un sens à son existence, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si on donne un sens à son existence, on est dans le développement personnel en réalité. En fait, la différence, je crois, c'est est-ce qu'on veut chercher un mieux-être ou est-ce qu'on veut chercher un plus-être?
Si on cherche un mieux-être, on est dans le développement personnel. Si on cherche un plus-être, on est dans du développement impersonnel ou transpersonnel, comme on voudra. Mais après, les logiques vont s'inverser. C'est-à-dire, pour être dans le développement personnel, bah, il faut lire, il faut apprendre des trucs, il faut étudier, etc. Bon. Et on va se construire une existence en fonction de nos systèmes de croyances, c'est-à-dire de tous les sens qui nous habitent. Mais quand on veut rentrer ensuite dans le développement, ce que j'ai appelé le développement impersonnel, il faut rentrer dans le non-savoir. C'est-à-dire abandonner, alors bien sûr la structure mentale s'est construite, et c'est sans doute souvent nécessaire, mais abandonner ses contenus. Parce qu'à ce moment-là, plus on abandonne les contenus, plus le sens mythologique, plus le sens de la transcendance peut se révéler à nous à ce moment-là. Et nous habiter et imbiber directement nos différents corps, ça veut dire mental, émotionnel et pourquoi pas physique. Mais je ne veux pas être dans la dualité parce que c'est important de construire le moi avant d'aller vers le soi, pour le formuler comme ça. Sinon, on va exploser en route. Donc, le sens qu'on donne à sa vie peut aussi s'enrouler autour du sens de sa vie tel que notre âme la souhaite et attend qu'on le reconnaisse avec une infinie patience. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans l'innombrable corpus de mythologie qu'on a sur cette planète, on a finalement les données, les informations pour comprendre ce que tu disais justement, c'est-à-dire on va construire le moi, parce qu'on en a besoin pour avoir une existence ici, et ce moi va avoir une limite au-delà de laquelle on rentre dans une autre dimension de soi-même. Donc, moi je parle du soi, toi aussi je pense. Il y a une logique, j'ai envie de dire presque implacable dans ce cheminement. Et en fait, la mythologie, si on fait attention, je pense pas me tromper en disant ça, nous explique ce trajet finalement. Beaucoup de grands mythes nous racontent l'histoire d'abord effectivement de certains personnages qui vont dans ce moi, qui vont le construire, le fabriquer, puis ensuite ce moi va être confronté à quelque chose de plus grand. Donc il va se soumettre peut-être à une dimension plus grande de mythologie qui nous raconterait un héros différent. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous, par exemple, les modernes, on fait cette dualité que j'ai fait exprès pour taquiner un petit peu, c'est pas méchant, mais pourquoi nous jouons le jeu de la dualité là où les anciens, pour prendre un terme générique, avaient compris en fait une loi presque cyclique finalement, c'est-à-dire une partie de l'histoire consacrée au moi, une autre consacrée au soi et une unité qui va émerger au milieu de ça. Oui, ça c'est vrai dans l'Inde ancienne et encore même en Europe d'ailleurs. J'aime beaucoup cet exemple de Charles Quint. Charles Quint il régnait sur un empire sur lequel, on le sait, le soleil ne se couchait jamais. À 60 ans, il a tout quitté pour rentrer dans les ordres. Et c'est ce que font traditionnellement d'ailleurs les hindous. Hein. Ils ont une famille, et ensuite ils ont une vie professionnelle, et aussi vers 60 ans, ils partent dans la forêt méditer jusqu'à leur mort. Donc effectivement, il y avait ce processus en réalité de croissance et de développement d'une personnalité humaine qui part du plan biologique en développant le plan familial, psychologique, enfin individuel, on dirait aujourd'hui individuation, et ensuite le champ spirituel. Aujourd'hui, on a perdu ça parce que d'une part, on veut rester éternellement jeune, on se demande pourquoi, et ensuite, on est beaucoup infantilisé dans nos cultures. Donc on a... alors, évidemment, le fait de perdre le contact avec cette dimension spirituelle en considérant que c'est, comme je disais tout à l'heure, de la superstition, simplement parce qu'on ne se donne pas la peine de penser comme pensaient les gens du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, ça nous ramène à une dimension purement utilitariste. C'est-à-dire, du coup, dans notre monde, et c'est ça le grand désenchantement du monde en réalité, on ne voit plus nos vies qu'à travers le premier étage de la pyramide de Maslow, hein, qui est la sécurité alimentaire et éventuellement affective si on va jusqu'au deuxième. Mais c'est tout. Le reste, il est
Le reste ne peut se construire que s'il est guidé par une transcendance. Sinon, il va se construire sur une forme de toute-puissance et d'égocentrisme qui est en train de grignoter la planète. Donc voilà, il manque vraiment aujourd'hui cette dimension du mythe, du réenchantement du monde, simplement parce que la nature humaine elle est à la fois matérielle et spirituelle. L'homme se nourrit à la fois de pain et de sens. Donc, si on construit un monde qui ne nous nourrit que du pain, il y a forcément un déséquilibre quelque part, et ça se ressent bien sûr aujourd'hui dans les limites du système industriel et capitaliste qu'on connaît dans notre monde. Donc, alors, je voudrais préciser aussi ce point, c'est quand même important, c'est qu'effectivement, les mythes, c'est des processus initiatiques, mais c'est plus que des livres d'images, si je puis dire. Les mythes sont vivants. Les mythes sont vivants, c'est-à-dire c'est des grandes forces signifiantes. Alors force, ça veut dire une puissance, signifiante, ça veut dire porteuse de sens. C'est des grandes forces signifiantes qui nous habitent, qui habitent le monde, qui habitent l'histoire, qui habitent l'âme des nations et qui produisent l'histoire du monde et notre histoire personnelle. Donc il ne faut pas négliger leur puissance et pas seulement invoquer leur sens. C'est ça que je veux dire. Ouais, toucher un symbole, toucher un mythe, c'est entrer dans un processus de transformation intérieure. Toucher en conscience, je veux dire. La meilleure chose à voir, c'est que le mot connaissance, littéralement, c'est connaissance, c'est naître avec. Donc, toute connaissance devrait nous amener à une naissance, à une transformation intérieure. Et la naissance, c'est quoi? C'est naître au sens. Donc, toute connaissance est un acte de perception d'un sens essentiel qui va nous amener à changer de notre existence. C'est pas le savoir des scientifiques, c'est pas le discours idéologique, c'est pas tout ça. C'est vraiment Avicenne, au XIIe siècle, ce grand penseur arabe disait tout acte de connaissance est le fruit d'un contact avec l'ange. Et Avicenne disait à 18 ans qu'il avait à peu près, c'était un génie, hein, qu'il avait intégré toutes les connaissances de son époque, et il rajoutait, mais je ne suis pas encore assez mûr pour pouvoir les utiliser. La nuance, elle est géniale. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des connaissances, mais qui ne s'en rendent pas compte, qui ne sont pas encore mûrs, parce que justement, elles ne sont pas devenues d'une naissance à quelque chose. C'est pas tout à fait. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les structures un peu fondamentales pour comprendre comment on peut appréhender en fait la mythologie. Là, on vient de dépeindre un décor qui nous permet de plonger plus proche de la mythologie dans ses formes. Et c'est là où je voudrais t'emmener, si tu veux bien, Luc. Maintenant qu'on a les grandes lignes et les structures qui fondent un peu tout ça, si on va vers les formes, c'est-à-dire ces mythes, ces grands archétypes qui vont rentrer dans le domaine de l'intelligible avec ces grands principes fondateurs, vont prendre des formes. Alors tu l'as dit tout à l'heure, selon les cultures, selon comment dirais-je, des paramètres différents, mais des formes vont apparaître. Alors, et moi j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Est-ce que justement, derrière, comment dire, c'est pas derrière ces formes, c'est en ces formes, il y a tous ces principes fondateurs qui sont portés à l'intérieur, tous ces archétypes qui communiquent quelque chose. Pourquoi la philosophie, alors je ne devrais même pas dire philosophie, je vais dire idéologie exprès, tu me recadreras si ça ne te convient pas la sémantique. Hein. Oui, il faut avoir l'habitude. Ben, je veux dire, si cette idéologie mondialiste qui nous dit, en fait, pas de frontières, pas de différence. On est tous les mêmes, on est tous... Alors, à ce moment-là, les formes. Quid des formes? Tu vois ce que je veux dire? Comment on peut envisager un monde qui nous porterait du sens via les mythologies si on est dans un mondialisme qui nous dit il n'y a plus de forme, il n'y a plus de différence, il n'y a plus rien? Je crois que le mondialisme est une douce utopie. Il faut relire le petit ouvrage qui est remarquable de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle Race et Histoire.
Et il montre très bien, il y a une démonstration merveilleuse que j'ai oubliée, qu'un monde avec une religion unique, une organisation politique unique, une économie unique, etc., serait nécessairement totalitaire. Donc, simplement, sur un autre exemple, si au XIXe siècle, on avait vécu, oui, au XIXe siècle, on avait vécu dans un monde universaliste, Victor Hugo aurait jamais pu se réfugier à Guernesey. Donc, il faut des îlots, en réalité, des no man's land où la loi n'existe pas pour que de nouveau puisse se produire. Et des îlots protégés où les semences de la métamorphose ou de la rébellion ou de la révolte, comme on voudra, puissent croître et être préservées. Sinon, un système qui est universellement, on va dire, homogène, est un système qui est proche de la mort. Du reste, l'entropie, c'est la définition de l'entropie en physique, l'homogénéité. Donc, le vivant ne se construit que sur des différences et sur des frontières. Nos cellules ont besoin d'une membrane pour exister, et si la cellule du foie n'est pas comme la cellule du sang, c'est qu'ils ont des membranes qui les séparent, sinon ce serait compliqué. Donc, mais par contre, les membranes sont poreuses, c'est-à-dire il y a des points de passage entre. Alors après, l'idée, c'est quoi? Il faudrait, au lieu de penser la mondialisation comme étant l'universalisation d'un modèle unique, on devrait penser la mondialisation comme étant la mise en magnificence du génie mythologique lié à chaque peuple et à chaque culture. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un vrai dialogue de sens entre les différents peuples. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le modèle prométhéen des Lumières et aujourd'hui faustien, en réalité, donc Prométhée, c'est celui qui dit demain sera mieux qu'aujourd'hui, donc c'est le mythe du progrès, pour faire simple. Et Faust, c'est celui qui dit plus de connaissances me donnera plus de pouvoir. Donc ça, c'est la NSA, c'est tous les systèmes de contrôle, de surveillance, etc., qu'on a partout aujourd'hui. Donc on est en train de passer de Prométhée à Faust, en réalité. Une société de surveillance, elle est faustienne, une société d'invention, elle est prométhéenne. Alors, tout ça pour dire quoi? Que ces deux modèles sont en train d'envahir la totalité de nos cultures et de la planète. Et en étouffant tous les autres. Pourquoi ne pas imaginer une société fondée sur Narcisse, une société fondée sur Orphée, une société fondée sur Icare, etc. Donc, au fond, le capitalisme, c'est-à-dire ce système néolibéral fondé sur le capitalisme et sur Prométhée, est un système qui appauvrit la planète. C'est-à-dire, évidemment, il l'enrichit matériellement, mais du coup, il l'appauvrit en termes de figure de sens, puisqu'il a réussi à écraser toutes les autres cultures. Et en fait, la raison pour laquelle il a réussi, c'est que c'est la seule idéologie, et que le communisme a échoué, que d'autres systèmes ont échoué, c'est que c'est la seule idéologie qui est fondée sur le désir. C'est-à-dire, en stimulant le désir des individus, même les chamans, ils veulent un téléphone portable. Et donc, du coup, ils vont hormoner des trucs incompréhensibles pour faire croire qu'ils font leur boulot et qu'ils font du chamanisme juste pour faire une cérémonie en plus et avoir leur téléphone portable qui coûte 600 €. Donc, cette puissance du capitalisme qui stimule directement le désir des individus est absolument redoutable. Parce que du coup, ça c'est Marx, le pôle opposé, les valeurs, est complètement passé en dessous de la balance de l'équilibre. Et donc, la beauté, les valeurs de Vénus, hein, la beauté, l'art, l'esthétique, l'amour, la sensibilité aux ambiances, etc. Tout ça, c'est considéré comme, c'est écrasé par la violence du système capitaliste. Et cette idéologie prométhéenne très, à la fois brillante parce qu'elle apporte la connaissance, elle apporte le changement permanent et elle apporte des ruptures de schéma qui fait que finalement, on confond les inventions et les distractions. Mais elle apporte en réalité une espèce de tourbillon permanent dans lequel le désir trouve sa satisfaction, mais dans lequel on n'a plus le temps ni de réfléchir,
ni de se poser pour voir la beauté du monde. Et ça, bon, alors, de toute façon, quelque chose qui est en déséquilibre, ça peut jamais se perpétuer longtemps, mais c'est quand même en train de grignoter la planète de manière un peu dramatique. Donc ça va nécessairement se casser la figure, bien sûr, mais on laissant derrière elle des dégâts considérables si on n'a pas cette conscience-là qu'une rénovation est urgente et nécessaire. Et donc de penser la mondialisation comme étant la pluralité des mythes possibles et non pas l'invasion de toute la planète par un seul mythologène. Alors là, il y a un point qui est intéressant. On est rentré tout doucement dans des formes. Tu parles du mythe de Prométhée, tu parles du mythe de Phobos. On est d'accord pour dire que ce sont des formes données à quelque chose qui impulse derrière un sens. Alors, quelque part, finalement, notre époque, que tu exprimes très bien avec Prométhée et Faust, il y a un sens à comprendre, j'imagine, derrière ça aussi. C'est une histoire que la nature essaye peut-être de nous raconter au travers de ce qu'on vit. Il y a peut-être quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là. Alors ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il y a un sens à l'histoire? Alors, je suis en train de travailler là-dessus, justement, par rapport à l'astrologie mondiale, mais on peut montrer d'une manière assez précise par rapport au grand cycle astrologique, notamment Neptune-Pluton, c'est 5 siècles, hein, les deux conjonctions successives entre Neptune et Pluton. Donc, en fait, si on en suit 2, on a 1000 ans, et on a eu les 1000 ans gréco-romaines, qui se sont arrêtés en gros à 411, hein, enfin en tout cas en Occident, chute de l'Empire romain d'Occident, pardon. Après, on a eu de 411, hein, là je prends les dates des conjonctions Neptune-Pluton, mais elles correspondent assez bien aux grandes étapes de l'histoire. Ensuite, on a eu toute la période du Moyen-Âge, donc 411-1399 exactement, conjonction Neptune-Pluton et première renaissance italienne. Donc pendant cette période gréco-romaine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les philosophes grecs et c'est leur diffusion dans le monde autour de la Méditerranée en tout cas. Donc c'est poser les bases philosophiques de quelques principes sur le plan spirituel. Le Moyen-Âge a intégré, est devenu une société chrétienne en réalité. Donc la grande aventure et le grand désir des gens qui vivaient au Moyen-Âge, c'était pas de s'acheter un téléphone portable, mais c'était de sauver leur âme. Et ça, c'était la grande question de cette époque-là, comment sauver mon âme avec toutes les... Bon, évidemment, il y a toujours eu des exagérations et des manipulations, mais les arts libéraux étaient précisément cet enseignement qui était destiné à rendre l'homme libre, comme son nom l'indique, en connaissant la dialectique, la mathématique, l'astrologie, l'astronomie, etc. Donc, on peut dire que les premiers 1000 ans, c'était l'élaboration du corps physique de la civilisation. Le Moyen-Âge, l'élaboration de son corps émotionnel. Et depuis 1399 jusqu'en 2300 et des poussières, on est dans l'élaboration du corps mental. Donc, avec évidemment, première partie, Descartes, Newton, etc. Et puis, depuis la nouvelle conjonction Neptune-Pluton 1892-96, les deux grandes théories qui remettent en question la pure rationalité, à savoir la relativité générale et la mécanique quantique. Non pas qu'elles sont irrationnelles, mais elles sont impensables par nos cerveaux. Évidemment, deux choses différentes. Donc, du coup, depuis le début du XXe siècle, il nous faut apprendre à entrer dans l'impensé pour entrer dans la connaissance. Et ça va aussi, c'est en train de modifier nos cerveaux. Il va falloir 5 siècles pour que ça se mette en place. Donc, on peut dire, oui, il y a une espèce d'évolution globale de l'humanité, en réalité, mais qui est lente, qui est terriblement lente. Bon, en même temps, je dis ça, mais 5000 ans d'histoire ou 4000 ans d'histoire par rapport à l'espèce humaine, qui a à peu près 4 millions d'années, c'est pas grand-chose. Donc, c'est pas grand-chose. Voilà, donc on est dans une espèce de chose un peu compliquée. En ce moment, l'évolution globale de l'humanité, elle suit son rythme, mais en même temps, il y a une urgence planétaire liée au dérèglement climatique. Donc, il y a un peu une course de vitesse entre est-ce qu'il va y avoir un retournement de la conscience qui est
un peu urgent vu les circonstances du monde, où l'être humain ne va plus continuer à suivre ce long cheminement de 1000 ans et de 1000 ans et de 1000 ans pour acquérir un peu d'amour avec le christianisme et un peu d'intelligence avec le monde moderne. Parce que ça se fait un peu malgré nous. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir une espèce de retournement de la conscience individuelle et quand ça prend en masse collective, il faut prendre en main notre propre destin en tant qu'être humain et pas seulement suivre la voie évolutive naturelle de notre espèce. Donc voilà, on est un peu dans ce champ d'urgence et de retournement en ce moment. Quel mythe dans ton grand dictionnaire interne, qui est quand même bien fourni, quel mythe tu apposerais sur tout ce descriptif que tu viens de faire? Sur l'histoire depuis l'époque gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui? Non, précisément sur notre étape à nous, là où on se trouve dans cette nouvelle conjonction Neptune-Pluton qui a commencé et qui ouvre des nouvelles perspectives. C'est une grande question, c'est une question difficile parce que, encore une fois, le mythe se révèle, donc on ne va pas se dire, voilà, moi j'aimerais bien que ce soit tel ou tel mythe, ça n'a pas beaucoup de sens. En fonction de nos préférences idéologiques ou je sais pas. Oui, forcément. Alors, quels sont les éléments qu'on a pour voir qu'un mythe se révèle? C'est les événements du monde en même temps. Donc peut-être, sans pouvoir l'affirmer avec certitude, on va vers quelque chose qui est de l'ordre du féminin. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. D'une part, on est quand même une culture où cette question du féminin est importante. Je parle toujours dans le monde bassin méditerranéen, c'est-à-dire le monde occidental, où la dimension féminine est importante comme un enjeu politique, social, etc., et même salarial, du reste. Donc, et puis l'autre point, c'est que Prométhée, qui a été pendant longtemps le mythe de l'Occident, avait enfin, dans le mythe, on a l'intervention d'un personnage qui s'appelle Pandore. Pandore voulant dire Pandoros, tous les dons en grec. Donc c'est une jeune femme qui a été créée par les dieux. Et ces dieux lui ont donné tous les dons, à savoir le don de l'élocution, le don de la parole, le don du tissage, etc. Donc, si on analyse le personnage de Prométhée, en fait, on se rend compte que c'est un contre-feu au feu inventif de Prométhée. Et l'image du tissage est intéressante parce que on avait une autre grande déesse qui était tisseuse dans la mythologie, c'est Athéna, la déesse de la sagesse, qui est sortie casquée et armée de la tête de Zeus. Donc elle est sortie, elle est au-dessus de la pensée en réalité, puisqu'elle est née au-dessus de la tête de Zeus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde qui est au-dessus de la pensée, donc qui est au fond le monde du grand tapis cosmique qui organise notre histoire individuelle et collective. Sur le tapis, on a la chaîne et la trame, c'est-à-dire en gros les lignes horizontales et les lignes verticales. Et entre les deux passe le fil qui va permettre de dessiner le motif. Alors, on peut développer cette analogie, qui est une analogie qu'on trouve dans toutes les traditions en réalité, qui est pas quelque chose de spécifique. C'est le fait que les lignes verticales en langage moderne correspondent à la transcendance, correspondent aux synchronicités, c'est-à-dire à la descente du monde du sens dans le monde ordinaire, qui sont les lignes horizontales. Donc, on vit à la fois et donc le fil qui est notre vie, le fil de notre existence, se tisse entre la rencontre avec cette dimension de transcendance et la vie ordinaire. Et donc, notre vie consiste à faire un joli dessin, c'est-à-dire à rendre quelque chose de beau et d'utile en même temps, qui permet de rendre visible ce fil invisible de la transcendance dans la vie ordinaire de la société, du groupe dans lequel on vit ou de la famille dans laquelle on est. Donc, au fond, la connaissance de Pandore, c'est une connaissance d'abord qui se révèle, puisque le dessin du tapis va se révéler progressivement, et elle est sans signature, parce que c'est la signature de l'univers. Alors que Prométhée, lui, va signer son œuvre.
parce qu'il va dire, voilà, moi j'ai fait une invention, j'ai trouvé un truc. Donc pour comprendre la différence entre Prométhée et Pandore, il suffit de se référer à l'art moderne et à l'art du Moyen Âge. Les artistes modernes, ils font vendre leur toile ou leur œuvre, peu importe, grâce au discours qui y est apposé. Je veux dire, quand on met une banane sur un mur, s'il n'y a pas de discours derrière, ce n'est pas une œuvre d'art. Et grâce à la signature de l'œuvre. On sait que Picasso signait des toiles avant même qu'il ait fait quelque chose dessus. Bon. Donc c'est la signature et le discours qui sont importants. Alors que au Moyen Âge, il y avait évidemment une signature, puisque les auteurs étaient anonymes, qui a fait telle ou telle vierge, ou vierge noire ou pas d'ailleurs, dans une église, on ne sait pas, c'est pas signé. Et d'autre part, le seul discours, c'était le discours cosmogonique de l'époque, c'est-à-dire c'était le discours qui maintenait ensemble l'unité du système social, qui était le discours religieux. Donc c'était la mise en forme de l'invisible, alors qu'aujourd'hui, c'est la mise en forme de ce que les gens possèdent dans leur tripes ou dans leur propre esprit. Donc on voit bien que entre signer une œuvre et ne pas signer une œuvre, la philosophie est complètement différente. Donc peut-être qu'on retourne ou on va vers une autre forme pandorienne, c'est-à-dire une forme de générosité qui n'est pas signée, développer les qualités du féminin. Alors, le féminin, c'est quoi? C'est ce que c'est pas faire Prométhée. C'est-à-dire Prométhée, c'est celui qui va féconder les autres par son invention, par ses découvertes. Il va vouloir féconder le monde et donner plus de lumière, plus de connaissances, plus de richesse, plus de je sais pas quoi. Alors qu'une femme, et notamment Pandore, ici, elle sait se laisser féconder par le monde. Autrement dit, elle a cette capacité de révéler la présence du monde du sens, simplement en étant sensible à ce monde du sens, et non pas en ayant un discours sur lui. Et donc, si on va faire ce nouveau mythe qui va tourner autour du féminin et de la nature, puisqu'il va bien falloir à un moment ou à un autre sauver la nature, ou que la nature se débarrasse de nous, comme on voudra. Mais en tout cas, il va bien falloir trouver une solution. Donc, et la nature est de l'ordre du féminin. Je disais tout à l'heure, c'était l'épiphanie de la grande déesse pour les peuples premiers. Donc, ce retour vers la reconnaissance de la nature en étant sensible à la présence de l'âme du vivant est peut-être une voie pour le XXIe siècle. En tout cas, c'est une voie qui pourrait rééquilibrer la dimension protéofaustienne dont je parlais tout à l'heure. C'est très intéressant ce réancrage que tu as fait à plusieurs reprises avec les peuples primitifs. Alors d'ailleurs, primitif, pas à prendre au sens péjoratif, en tout cas dans mon langage, parce que ce n'est pas le cas du tout, mais primitif au sens de rapport direct peut-être avec l'environnement et un rapport de sensation, de magnétisme quelque part, parce que pas justement d'esprit suffisamment rationnel et trop alambiqué pour justement, comment dirais-je, mathématiser les choses, mais avoir un rapport, une relation qui n'a pas tellement de frontières en fait. C'est ça qui est intéressant dans ces cultures-là. Et tu reviens à cette déesse, la déesse mère, et tu proposes cette lecture à un moment où on constate, par exemple, dans l'Occident, énormément, alors chez ma génération en partie aussi, l'envie de revenir à la Terre, de réépouser la nature pour ce qu'elle est d'environnemental, de matériel d'abord, mais aussi avec cette dimension animique derrière, c'est-à-dire en retournant vers la Terre, je me rends compte qu'elle vit et qu'en fait, il y a quelque chose qui l'habite. Et c'est très intéressant. Moi aussi, je vois beaucoup une dimension féminine là-dedans. Alors moi, par contre, j'ai pas ta culture mythologique, donc je ne serais pas capable de proposer des pistes de réflexion là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que l'idée de revenir à un esprit, à quelque chose de féminin, et notamment à ces vieux mythes et ces vieilles images de la déesse mère, ça, je trouve que c'était intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie d'ajouter sur cette thématique de la déesse et de ce rapport que les modernes pourraient avoir envie de retrouver avec ça? Est-ce que c'est... Ouais. J'ai envie de dire, il ne faut pas, comment dirais-je, idéaliser le passé, idéaliser les peuples premiers.
Pourquoi? Parce que c'était des peuples qui sont d'ailleurs jamais rentrés dans l'histoire. Donc pour un peuple premier, le progrès est quelque chose à bannir parce que c'est justement, ça va créer une différence entre sa manière de vivre dans sa vie quotidienne et le mythe qui fonde sa culture, qui fonde son existence en réalité. Donc le progrès est quelque chose de dangereux. Et du coup, ils sont jamais rentrés dans l'histoire. C'est-à-dire, pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires, ils ont toujours fait la même chose. Ouais. Donc l'histoire va commencer en fait avec les peuples de la mémoire, hein, non pas les peuples monothéistes, puisque avant on avait les temples sont des formes de mémoire, Ouais. et bien sûr ça a été accentué par le monothéisme. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est de regarder la position verticale de l'homme, qui relie la terre et le ciel. Parce que chez les peuples premiers, il y a une espèce de soumission à la nature et à la grande mère, qui les nourrit, qui est essentielle, etc. Donc c'est vrai que c'est une reconnaissance de la nature. Mais du coup, il y a une espèce de... L'être humain est comme phagocyté par la toute-puissance de la grande mère, archaïque, primitive, et qui va empêcher, là je parle en termes psychologiques, mais ça revient au même, qui va empêcher son évolution. Donc il a fallu passer, et à l'époque, c'était probablement, pas toutes, mais probablement beaucoup de sociétés matriarcales. Donc, il a fallu passer par le patriarcat, en réalité, puisque le patriarcat, et là on a une belle image dans la mythologie grecque, où Apollon, le dieu solaire, il va commettre un matricide, en réalité. Et en plus, il va tuer le serpent Python pour pouvoir contacter, mettre à son service ensuite les pythonismes. Donc, on a comment dirais-je, une évolution de l'histoire qui est importante, puisque c'est le moment où l'être humain se sépare de la toute-puissance du féminin pour s'individualiser et affirmer son soleil, et affirmer sa capacité à se mettre debout et à entrer dans le combat, plutôt que d'être soumis à cette grande déesse mère qui est la nature. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de dégâts, puisqu'on est arrivé à un point, le patriarcat, sans même parler du rapport homme-femme, où le patriarcat a été amené de plus en plus à maîtriser avec l'élevage et l'agriculture, à maîtriser la nature. Ensuite, cette nature, elle a été mise dans un jardin et complètement, il a eu un rôle purement décoratif quand les ouvriers sont rentrés dans les usines, et maintenant c'est la petite plante sur le bureau. Donc évidemment, on s'est complètement coupé du vivant en réalité. Mais probablement que c'était un processus d'évolution nécessaire qui a permis l'individuation, qui a permis de se mettre debout, de penser, de réfléchir, d'aimer, de sortir du giron de la grande mère. Et donc aujourd'hui, de retrouver le féminin, non plus dans sa dimension matriarcale, c'est-à-dire de grande mère, mais dans sa dimension féminine de muse. Et je pense aux 9 muses de la mythologie grecque. C'est-à-dire, les muses, c'est ces femmes inspiratrices de Clio est la muse de l'histoire, Terpsichore, la muse de la danse, etc. Je ne les connais pas toutes par cœur. Donc, mon Dieu. Donc, retrouver cette dimension du féminin dans la dimension de la muse et non pas dans la dimension de la grande mère. Simplement parce que la muse, c'est ce que Jung appelle aussi l'anima, c'est-à-dire c'est ce féminin qui aide la partie masculine de la psyché à évoluer, à se transformer, à s'affiner. Donc, ce féminin-là va permettre au psychisme de l'homme de s'affiner, de devenir de plus en plus subtil, alors que le féminin quasiment castrateur de la grande mère est quelque chose qui le maintient dans une dimension horizontale, si je puis dire, de dépendance. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément revenir vers une idolâtrie des peuples premiers, ni revenir vers une espèce d'idolâtrie de la nature, parce que le passage par le patriarcat a été important et a quand même fait une œuvre
de séparation de la dépendance. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un système d'évolution en spirale avec des boucles, Oui. disons des points de passage auxquels on redécouvre quelque chose de fondamental, mais à un degré d'évolution différent? Alors, c'est-à-dire que l'idée ne serait pas évidemment de revenir à un mode de vie où on se resoumet à la nature, etc., comme tu viens de l'expliquer, mais peut-être redécouvrir un archétype qui se cache derrière ça, qu'on va redécouvrir à l'aune de ce qui a été accompli par les hommes, parce que malgré les défauts de l'humanité, on a accompli des choses quand même. On peut quand même se reconnaître ça. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas une boucle qui réapparaît pour nous demander d'être redécouverte à un autre degré d'accomplissement? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, alors, on n'a pas assez de recul, en fait, par rapport au sujet qui nous occupe, on n'a pas assez de recul. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour le savoir. Après, si on regarde sur des plus petites échelles, effectivement, on a des boucles dans l'histoire qui se répètent à différents niveaux de la spirale. Mais là, on est sur une échelle de 5000 ans, et donc il faut pouvoir savoir ce qui s'est passé dans les sociétés bien avant, ce qui est même si on va jusqu'à 18 000 ans, le néolithique, on ne sait pas en fait, on n'a aucun élément archéologique, c'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'au fond, évidemment, on a dans l'histoire on a l'histoire du déluge. L'histoire du déluge, elle n'est pas nouvelle, hein. Celle qui va arriver, là, qui nous prend en nez, c'est pas forcément le premier déluge. Il y en a eu d'autres, en tout cas, qu'on trouve dans la Bible et dans beaucoup de traditions du reste de Noé, l'histoire de Noé. Mais l'histoire de Noé n'est pas une histoire unique, hein. On a ce déluge qui apparaît dans plein de textes anciens. Mais voilà, on n'en sait pas plus. On ne sait pas si c'est une civilisation ancienne qui a été complètement engloutie ou si c'est un accident climatique lié à un météorite. Enfin, on n'a aucune idée de ce que c'était en réalité. Donc c'est difficile. Ouais. Ok, j'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on se tourne vers le chat pour les questions, si c'est d'accord pour toi, Luc. Oui. Oui. Dernière question que j'ai envie de te poser, c'est, donc on a appréhendé un petit peu les formes des mythes, c'est-à-dire comment ils nous parlent, les apparences qu'ils prennent, etc. Et là, il y a quelque chose qui, là aussi chez les modernes, est beaucoup discuté, c'est-à-dire ces formes que prennent les mythes, sont-elles prédisposées pour parler au psychisme de l'individu ou à une dimension plus profonde, qu'elle soit individuelle ou collective d'ailleurs. Je parle d'un psychisme individuel ou d'un psychisme collectif, ou alors d'une dimension, alors je vais prendre un terme hermétique parce que c'est mon école, astrale, c'est-à-dire où on passe carrément la sphère du psychique pour rentrer dans quelque chose de plus vaste. Selon toi, ces formes s'adressent à quelle, comment dirais-je, à quelle partie de nous? Elles s'adressent aux parties de nous qui veulent bien les recevoir. Ça marche. Ben oui, parce que on ne peut pas avoir une logique causale quand on parle des mythes. Donc les mythes, en fait, c'est ou des archétypes au sens jungien, mais Jung disait les archétypes sont au monde du sens, ce que sont les atomes au monde matériel, c'est-à-dire des éléments fondateurs. L'atome va construire des tables, des chaises, des cuisses de poulet et des voitures. L'archétype, il va construire des mythes, des rêves, etc. Mais simplement, ce n'est pas la même logique. La logique de l'atome n'est pas la logique de l'archétype. La logique de l'archétype est analogique et la logique de l'atome est causale. Donc, analogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un archétype va en quelque sorte descendre. Alors, je les prends dans l'ordre, mais en réalité, il n'y a pas d'ordre, puisque ça se fait en même temps. Il descend dans l'histoire, il va produire une histoire collective, il descend dans une culture, il va animer les valeurs d'une grande culture, il va descendre ensuite dans la psyché individuelle. Alors, on peut détailler sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Et après, il va descendre dans des objets. Il va se matérialiser à travers des créations humaines.
ou des créations naturelles. Le coquillage ou l'escargot sont liés enfin, l'escargot est lié à Icare, et le coquillage est lié à Narcisse et à Icare. Donc, et l'aigle est lié à Prométhée. Donc on a des éléments de la nature qui vont signifier, ou le miroir est lié à Narcisse. On a des éléments de la nature ou des éléments manufacturés qui vont signifier la présence d'un mythe, si on est attiré par ces éléments, bien sûr. Donc ça joue à tous les niveaux, c'est-à-dire on peut avoir une pathologie qui est prométhéenne, un émotionnel qui est prométhéen, une pensée prométhéenne, vivre dans un monde prométhéen et lire l'histoire d'une manière prométhéenne. Donc c'est pour ça que je disais, le mythe s'adresse à la partie de nous, du nous global, du sujet global, qui veut bien le recevoir. Alors là, du coup, les amis, je pose une dernière question à Luc parce qu'elle me brûle les lèvres. C'est un peu plus métaphysique, mais j'ai quand même envie de te poser la question. Bon, alors moi, c'est un scientifique que j'aime bien qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Je pense que tu dois probablement connaître, qui travaille d'arrache-pied sur son modèle Janus et qui, justement, pour la première fois en découvrant son travail, je me dis, ça y est, on a enfin une première piste qui, depuis une perception scientifique, élabore une métaphysique qui va réconcilier la spiritualité et la science. Et c'est marrant parce que dans tout l'exposé que tu nous as fait ce soir jusqu'à maintenant, 22h08 exactement, en fait, j'entends en filigrane ce modèle, tu sais, dont nous parle Jean-Pierre Petit, avec cet univers de masse négative qui, en fin de compte, pour lui, comporterait les éléments des mondes des rêves, des mondes des images, etc., qui se communiqueraient ensuite dans le monde matériel, avec les lois physiques qu'on connaît, puisqu'on les a bien étudiées jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve d'ailleurs le goût de la métaphysique qui a été perdu depuis belle lurette par les scientifiques. Ça fait des années qu'on ne nous parle plus de métaphysique, alors que dans l'Antiquité, c'était partout, dans toutes les écoles. C'était même hyper important. Et là, on voit un retour de la métaphysique dans le monde de la science. Alors, pas sans mal, parce que ça se bagarre, pas de problème. Mais c'est revenu sur la table, et pas si j'ose dire, pas que d'un point de vue philosophico-idéologico, je sais pas quoi, mais concret. Parce qu'on a une première publication qui a validé le modèle mathématique. Donc, c'est-à-dire que c'est théoriquement plausible, applicable, on se comprend, plausible en tout cas. Donc, il y a quand même une émergence de quelque chose qui est très intéressante et qui fait beaucoup le lien avec l'exposé de ce soir, finalement. Parce que dans ce monde de masse négative, est-ce qu'on ne trouverait pas les substances, les formes de ces mythes dont tu nous parles qui vont ensuite venir se communiquer dans la matière? Oui. Alors, je ne connais pas suffisamment le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, mais je crois qu'il y a la difficulté, c'est comment est-ce qu'on passe de la physique au sens. Si on part de l'hypothèse que le sens préexiste ou existe en tout cas en dehors du cerveau, et donc il n'y a pas que du sens construit, donc ça veut dire ça. Comment est-ce qu'on peut, à moins d'imaginer un champ de conscience, mais on a du mal à comprendre quelle pourrait être la définition physique de ce champ de conscience. Donc pour l'instant, c'est pas très clair encore tout ça. Donc c'est vrai qu'on peut faire des modèles physiques. Il y a aussi le modèle de la relativité superlumineuse de Régis Dutheil, où il développe le fait que s'il existe, pour l'instant c'est une hypothèse, mais s'il existe des particules qui vont plus vite que la lumière, qu'il appelle les tachyons, dans ce monde superlumineux, donc c'est inversé, c'est-à-dire il y a une dimension de temps et trois dimensions d'espace. Trois dimensions de temps et une dimension d'espace. Donc en fait, quelqu'un qui mettrait sa conscience dans le monde supralumineux verrait instantanément le passé, le présent et le futur. Et donc, on peut voir l'avenir assez facilement. Donc, et c'est un monde en entropie croissante, en entropie croissante, en égantropie, c'est-à-dire en entropie croissante. Donc, où l'information croît en permanence, alors que dans notre monde à nous, tout se dégrade et tout devient poussière.
Donc, il y a effectivement des modèles mathématiques, mais comment relier ces modèles mathématiques à la conscience elle-même, pour l'instant, on n'a aucune piste. Enfin, moi, je ne connais pas en tout Oui, moi non plus. Je pense que ça cas. saurait sinon. Oui, je Mais crois qu'il faut poser la question pour que ce soit clair. Sinon, c'est pas parce qu'on imagine des modèles physiques qui font appel à des particules étranges qu'on a résolu le problème. bah, non, je te posais la question. Alors, je ne vais pas m'attarder trop dessus parce que sinon Ah, on n'aura pas le oui, temps d'aller vers les questions du chat. Mais oui, si je te posais la question, c'est parce que, si tu veux, je crois qu'effectivement, la mythologie, notre compréhension de celle-ci, ce qu'elle nous dévoile, ce qu'elle nous permet de découvrir, modifie considérablement notre rapport à la matière. oui, Alors, à titre personnel, les alchimistes me comprendront, j'en veux pour preuve l'alchimie, puisqu'il n'y a pas d'alchimie si on n'est pas dans cette dimension-là, ça ne fonctionne pas. oui, C'est-à-dire que le laboratoire ne restituera pas quelque chose d'alchimique. On fera de la chimie, ça fonctionne, pas oui, de problème. Mais il n'y aura pas cette composante al devant qui fait que oui, justement les choses bougent différemment. Et c'est très intéressant de voir que, alors effectivement, chez plusieurs scientifiques, on a des pistes qui, au moins mathématiquement, nous disent que c'est pas du tout impossible. Par contre, le rapport, effectivement, on n'a pas encore élucidé la question. Mais est-ce que d'ailleurs, finalement, le rapport sera, entre guillemets, établi, connecté de manière efficiente, pragmatique, je ne sais pas. Moi, je pense que la dimension métaphysique dont on parle, si elle est métaphysique, c'est pour une bonne raison. Donc, elle le restera probablement. Par contre, il y a les éléments mythologiques qui nous permettent de découvrir justement et d'avoir accès à cette métaphysique pour arriver vers la matière, pour produire quelque chose de différent. Ce qui, en fait, arrive à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de co-création. Finalement, on est dans ce champ-là. Donc, c'est surtout en ça que je parlais de cette question. Si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se tourne vers le chat, bon, peut-être. je pense à l'ouvrage de Pernetti sur la mythologie, enfin, où tout son travail alchimique passe à travers la lecture mythologique, Oui. que tu connais certainement. Donc, Oui. donc, Ouais, Pernetti. Oh, redoutable, redoutable, mm, Pernetti. mm, mm, mm. Ok, bah écoute, Luc, on a fait un bon tour de piste, je crois, pour expliquer un petit peu les grandes lignes de tout ça. Bon, évidemment, les amis, c'est toujours pareil, hein. Une vidéo ne peut pas résumer le travail d'un homme. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller voir le travail de Luc sur son site. On en a parlé tout à l'heure, réenchanterlemonde.com. Ce sera en lien dans la description. Je vous le mettrai dans le chat à la fin. C'est des heures et des heures de boulot, des années d'études. Alors, on fait ce qu'on peut pour essayer de vous restituer le max pour que vous puissiez être intéressé par tout ça. Mais voilà. On va aller vers les questions un petit peu. Il est 22h15, Luc. Tu as encore un peu de temps à nous accorder. Ça va pour Oui, toi? oui, oui, ça. Ok. Alors, on va y aller. Alors, je vais remonter un petit peu. Ça a beaucoup discuté pendant qu'on était en train de développer tout ça. Alors, attendez voir. Parce que là, vous avez bien causé dans tous les sens. J'avais vu passer des questions. Et je crois, excuse-moi Luc, je scrolle un petit Oui. peu, parce que ça a beaucoup discuté. Tu vois, voilà, quand on fait des grands exposés comme ça. Alors, question pour Luc. Sa vision du mythe d'Orphée. Point d'interrogation. Est-ce que tu peux la partager un petit peu? Oui, enfin, c'est quasiment le sujet d'une conférence, mais Orphée, euh, Orphée, en fait, Orphée, c'est un mythe qui essaie je ne vais pas rentrer dans le détail du mythe, mais juste la substance. C'est un mythe qui essaie de relier Apollon et Dionysos. Parce que Orphée est né et chanteur, évidemment. Et d'abord, c'est le chantre de l'harmonie, d'une certaine manière, puisque non seulement il séduit par son chant, mais il séduit aussi les arbres, les pierres, les végétaux et les animaux sauvages qui le suivent. Donc il y a cette par la beauté, il supprime toute la violence dans le monde. Mais
Après, bon, il va devoir descendre dans le monde souterrain pour essayer de récupérer Eurydice qu'il a perdu, qui a été d'ailleurs violentée du reste ici, puisqu'elle a été mordue par un serpent au talon avant de descendre dans le monde souterrain. Donc au fond, chez Orphée, il y a cette quête d'harmonie, de beauté, d'équilibre, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas la violence qu'il porte en lui. Et donc, du coup, il va devoir descendre dans ses propres mondes intérieurs pour pouvoir, en réalité, devenir ensuite un artiste qui reste fidèle à son âme. C'est-à-dire, il va continuer à chanter jusqu'à sa mort, puisqu'à la fin, sa tête sera sur le fleuve, dont j'ai oublié le nom, et terminera dans la caverne dédiée à Apollon. Il fera des prophéties. Donc, il est né en Thrace, c'est-à-dire sur les terres de Dionysos, et il va mourir, en tout cas sa tête va s'échouer dans un lieu prophétique dédié à Apollon. Donc c'est quelqu'un qui part d'un enthousiasme profond pour l'harmonie au risque de délire, qui en même temps a peur de sa propre violence, qui doit confronter cette violence-là pour pouvoir renouer avec Eurydice, avec son inspiratrice, et être fidèle à la promesse d'amour qu'il a fait à Eurydice, par-delà la mort. Donc on a cette dimension de fidélité, quoi qu'il arrive, aux valeurs essentielles de beauté, d'harmonie, de poésie, d'art que l'on porte au fond de son cœur. Voire, ça peut aussi s'exprimer, bien sûr, dans une relation amoureuse. Voilà, Nemad, la réponse à ta question. Oui. Alors, un peu plus bas, nous avons Fleur Jumelle. Une parabole peut-être, le déluge sur une luge au sommet de la montagne. Ah oui, ça doit être en réponse à quelqu'un d'autre, donc c'est pas vraiment une question. Alors, question pour Luc Biget, Map, qui demande comment, en astrologie, reconnaître quel art pratiquer pour sortir d'un mythe Orphée, d'un mythe d'Orphée? Ah, on tourne autour d'Orphée. Je sais pas, apparemment. Je crois que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la fidélité aux valeurs de son âme dans le mythe d'Orphée. Alors quel art, on tourne beaucoup autour évidemment de la poésie, de la musique, enfin tout ce dont faisait Orphée. C'est plutôt du côté artistique, bien évidemment. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Et ben voilà pour Map. Alors, un peu plus bas, Khaled Benguiza qui nous demande est-ce que l'archétype est lié à l'égrégore? Ah non. Non, c'est deux choses différentes. L'égrégore, c'est quoi? L'égrégore, c'est les qualités d'énergie qui émanent du fait que certaines personnes se réunissent, soit physiquement, soit en pensée, soit autour de même valeur. Donc l'égrégore, c'est quelque chose qui est produit par le vivant d'une communauté, d'une association, d'une religion, peu importe. Alors que l'archétype, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, si je peux dire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va donner la vie et l'enthousiasme à tout le système quand il est contacté. Par exemple, on pourrait parler d'égrégore pour l'Église catholique et d'archétype pour le Christ. Ah oui, ok. Ouais. Parce que, évidemment, l'égrégore du catholicisme a été construit par les conciles, par les croyants, par tout ça. Donc, il y a une certaine atmosphère qui émane. Mais tout ça, c'est fondé sur un archétype qui a été incarné par le personnage du Christ ressuscité du tombeau. Ok. Donc, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que un mythe qui descend effectivement
au sein d'une culture, au sein d'une civilisation, peut modifier, peut altérer aussi peut-être un égrégore. Oui, alors c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs quand un nouveau mythe descend. Par exemple, en 411, à chaque fois qu'on a une conjonction Neptune-Pluton, on a un nouveau mythe qui se met en place. Et autour des années 400, 405, 406, 407, le paganisme a disparu sous Théodose, entre 395 et 411 pour être précis, a disparu d'une manière radicale, exceptionnellement rapidement, c'est-à-dire ça veut dire 1000 ans de croyances, 1000 ans de croyances, c'est impressionnant, qui ont disparu en 30 ans, remplacés par le christianisme. Et de même, le christianisme a disparu aussi moins rapidement en réalité, avec l'apparition des Lumières. Mais oui, un mythe peut... C'était quoi la question? La question c'était, est-ce que finalement un mythe qui descend, qui vient vers une civilisation pour... Ouais. Donc un mythe nouveau qui descend va détruire l'ancien égrégore. Ouais, c'est ça. Donc on a influencé un nouveau quelque part, parce que et après il y a un nouveau qui va se créer, bien sûr. Il y a une réorganisation de la civilisation autour de quelque chose de neuf qui se manifeste. Donc en fait, finalement, c'est intéressant, parce qu'on en revient toujours à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que le mythe, c'est lui qui produit des effets, c'est lui qui vient vers l'homme, vers les hommes, et les hommes s'organisent autour, apprennent à l'épouser, à en soutirer peut-être quelque chose pour leur propre croissance, etc. Et donc c'est de là qu'il y a un nouvel égrégore qui va prendre place finalement. En quelque sorte, pour prendre une métaphore, les hommes transforment l'eau salée du mythe en eau douce qui est absorbable pour la civilisation. Belle image. Merci. Merci, Luc. On a un poète ce soir, quand même, hein, les amis. Hein, il faut en profiter. Ça fait du bien dans ce monde aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Snake Plissken, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout le travail et le but de la magie, c'est d'apprendre à recevoir tous les archétypes en son intérieur, point d'interrogation. Alors, tous les archétypes, c'est ambitieux. Hein. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut surtout pas dire ça. Pour deux raisons. D'ailleurs, tous les archétypes, donc ça fait beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on pose cette question, on ne réalise pas ce que c'est qu'un archétype. Parce que déjà, recevoir les émanations indirectes d'un seul archétype, ça peut être profondément transformateur. Et ensuite, le travail de la magie, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais sauf, alors, si la magie va créer la matrice, en réalité, qui va permettre à l'archétype de féconder cet espace-là, pourquoi pas. Par contre, si la magie consiste à attirer un archétype pour le faire descendre, ça me semble beaucoup plus dangereux. Alors, je vais essayer d'agrémenter un peu cette question, parce que je crois savoir où est-ce qu'il veut un peu en venir Snake Plissken. Si on se place dans le contexte des Hélènes, par exemple, parce qu'on en a pas mal parlé ce soir, alors il y a ces évocations ou invocations qu'on fait, on peut plutôt dire les incantations, ce serait plus juste de dire incantations qu'on fait aux dieux. Dieu qu'on incante par la poésie, avec tout le décorum qui va avec, l'aspect rituelique qui va aller avec ça. Donc il y a une tentative magique, on pourrait dire, de vouloir contacter quelque chose. Alors est-ce que ce quelque chose vient ou nous allons vers, je ne sais pas, je ne serais pas capable de le dire, mais en tout cas il y a une volonté de contact par une pratique magique, rituelique, ok. Mais ce dieu, par exemple, qu'on pourrait, alors mettons Apollon, tu parlais d'Apollon pendant l'émission. Alors, un hymne à Apollon, comme on peut en trouver dans la Grèce antique, qu'on déploie pour rentrer en contact avec Apollon. Apollon a une histoire, il y a des mythes autour de ce personnage, autour de ce dieu. Alors, qu'est-ce qui pourrait se produire dans le cadre d'une pratique comme ça, selon toi? Écoute, là, je n'ai pas de réponse, mais je voudrais juste citer une anecdote qu'on trouve dans la Philokalie, la petite Philokalie, qui décrit le travail des pères du désert au 3e, 4e siècle. Et alors de mémoire, hein, mais on nous raconte qu'il y a deux jeunes gens là, qui viennent voir un vénérable ermite et qui lui disent voilà, moi je voudrais faire la prière perpétuelle et puis
voilà, consacrer ma vie au sacré. Donc l'ermite leur dit, bah, écoutez, voilà, vous allez faire comme ça la prière perpétuelle. Ils vont dans une grotte chacun, et puis au bout de 3 mois, l'ermite n'a aucune nouvelle, alors il est un peu inquiet, il va aller voir. Ils étaient tous les deux carbonisés. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ils ont fait tellement bien cette prière perpétuelle qu'ils ont contacté la transcendance et la transcendance les a brûlés. Donc, je trouve que, encore une fois, alors on peut bien sûr contacter, non pas des archétypes, mais le reflet astro des archétypes. Alors il peut peut-être, il y a des manifestations, je veux dire, le monde spirit a beaucoup développé ça avec Allan Kardec au 19e, par exemple. Mais c'est probablement non pas la force signifiante dans toute sa nature, mais son reflet dans le monde astral, mélangé avec toutes les croyances qu'il y a autour de cette divinité-là. Donc, qui habite le monde astral. Qui en réalité crée la nature même du monde astral. Donc, oui, on peut le faire, mais après on ne sait plus où on en est. C'est-à-dire, est-ce qu'on reçoit vraiment la présence du Dieu, ou est-ce qu'on reçoit les systèmes de croyances que l'histoire, que tous les croyants ont élaborés autour de ce Dieu? Et donc, ça peut être compliqué de faire la différence à ce moment. Mais en même temps, c'est peut-être une bénédiction parce que contacter directement Apollon. Une fois, je suis resté un moment, plusieurs jours dans le désert, et j'avais senti la présence du soleil d'Apollon. Simplement en contactant avec le soleil. Dans le désert, c'est assez facile. Oui. Mais je ne suis pas resté longtemps. Je suis pas resté longtemps. La Lune, c'était pareil pour d'autres raisons, mais il y a une puissance exceptionnelle qui fait qu'on ne défie pas le soleil, quoi. On ne défie pas le soleil. Tout à fait d'accord. C'est tout d'ailleurs le côté un peu houleux et vertigineux de la magie et de toutes ces pratiques, oui. Où souvent on peut mettre les pieds dans des choses qui nous dépassent beaucoup. Je pense en tout cas. Oui. Ok, alors d'autres questions, je vois, il y en a d'autres. Alors Flagos, pourquoi les humains ont-ils eu ce besoin d'inventer des mythes? Alors ça, on a déjà répondu en début d'émission, donc je te propose tu retourneras voir le début de la vidéo quand elle sera en replay, ça on va pouvoir avancer. Juste sage, les 5 sens sont physiques, combien sont métaphysiques? Chaque sens a sa contrepartie métaphysique. On parle de charisme à ce moment-là. Donc évidemment, il y a la vision à distance, il y a la capacité de sentir des odeurs d'encens qui n'existent pas objectivement, il y a la parole prophétique, etc. Donc chaque sens a sa contrepartie métaphysique, auquel il faut rajouter 2 autres sens qui sont uniquement métaphysiques, qui sont liés à la pinéale et la pituitaire. La pinéale étant liée à la vision et la pituitaire étant liée à l'écoute, à l'audition. Et voilà, tu vois, donc c'était pour quel pseudo, je sais plus, mais en tout cas, voilà, il y a la réponse. Je sais plus quel pseudo, parce qu'il y a le chat qui a sauté en même temps. Ça marche. Alors, après, nous avons, les amis, 22h30, on va pas trop tarder non plus, parce que Luc, il a quand même une vie aussi, hein, quand même. Fleur jumelle. Alors, quelle est la place du mythe dans ce contexte de Covid-19 et quels sont les différents symboles utilisés? Ah, alors on a partiellement répondu un peu tout à l'heure, mais on peut peut-être centrer effectivement sur le phénomène du Covid. Le phénomène du Covid. Quelle est la place du mythe dans ce contexte de Covid-19? Alors là, je vais répondre rapidement, mais pour une réponse plus détaillée, j'avais fait une petite vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube sur le sens symbolique de la pandémie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais peut-être comme ça d'ailleurs. Alors, le sens symbolique. Alors, pour comprendre le sens symbolique de la pandémie, il faut partir de l'hypothèse que c'est la chauve-souris, mais peu importe si c'est d'ailleurs réellement la chauve-souris ou pas, c'est le système de croyance qui importe ici, c'est pas tellement la réalité scientifique.
Alors, la chauve-souris, c'est précisément l'animal qui mange les insectes. Et les insectes, c'est quoi? C'est les milliers de névroses qui habitent notre réalité intérieure psychique. Donc, par inversion, en réalité, parce qu'on a souvent peur des chauves-souris et parce qu'elles se prennent dans les cheveux, et c'est lié, enfin, pas les miens, et c'est lié à la sorcellerie, etc. Mais en fait, la chauve-souris, c'est l'animal qui nous débarrasse des névroses, c'est-à-dire des peurs les plus profondes. Et quand on n'accepte pas son action, bien sûr, c'est elle-même qui est considérée comme dangereuse et qui crée la peur. Donc, c'est assez intéressant par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette pandémie qui est totalement virtuelle, hein, puisque c'est vraiment une pandémie 2.0, hein, je veux dire, qui est marquée par des tests de PCR qu'on fait tourner 50 fois et qu'on trouve un truc qui est pas forcément, qui est loin d'être contagieux. Enfin bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais donc, c'est surtout un moment où les peurs collectives ressurgissent. Et donc, quand il y a peur, il y a recherche de bouc émissaire. Et donc, là, on est dans une situation un peu dangereuse, hein, et qui risque d'exploser probablement en 2021 pour des raisons astrologiques, où toute cette peur qui, pour l'instant, est maintenue, hein, d'une part par des amendes et d'autre part par des subventions. Mais le jour où tout ça, ça va s'arrêter, ça peut être assez compliqué. Mais en même temps, on peut comprendre que ça, c'est une espèce d'exorcisme de l'angoisse, de la peur collective, qui a longtemps été mise sous le tapis parce que on a confondu consommation et consolation. C'est ça. Voilà pour ta réponse, Fleur Jumelle. Alors, une autre question. Alors, peut-être la dernière, hein, 22h30, si ça va pour toi, Luc, on pourra s'arrêter après. Ouais. Alors, Frenchy qui demande, est-ce que le mythe revient à intégrer cycliquement les valeurs divines? Je ne comprends pas la question. Alors, est-ce que le mythe revient à intégrer cycliquement les valeurs divines? Cycliquement, je ne serais pas capable de comprendre ce que tu veux dire derrière ça, Frenchy. Par contre, si on enlève le terme, est-ce que le mythe revient à intégrer les valeurs divines? Oui, alors oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a, oui, cycliquement, probablement, mais je ne saurais pas l'exemplifier. Mais c'est que le mythe n'est pas l'ultime réalité. Le mythe, c'est ce qu'on appelle le monde imaginal, en fait, hein, au sens d'Henri Corbin. Donc, on a le monde ordinaire, le monde imaginal et le monde spirituel. Et le monde spirituel étant de l'ordre de l'impensé et de l'impensable, ça veut dire qu'on ne peut pas le penser, même si on avait 3 milliards de neurones en plus chacun dans notre cerveau. Le monde imaginal, lui, il nous parle par flash de signifiance, et le monde ordinaire, on peut le penser. Donc, le monde imaginal est l'émanation du monde du mystère, l'émanation du monde spirituel. Et c'est pas le monde spirituel. Donc, effectivement, c'est une espèce d'échelle des anges qui nous permet d'atteindre à la conscience de l'ineffable, qui est le monde divin dans cette terminologie. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ben voilà. Nous avons répondu à peu près à toutes les questions du chat. Alors évidemment, si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis bah, si Luc veut bien revenir pour une autre fois, ce sera l'occasion de lui reposer d'autres questions. Alors moi, si tu reviens, si tu nous fais ce plaisir, je te cuisine sur la métaphysique, Luc, je te préviens. Non, ce serait intéressant d'aller observer tout ça. Alors, en tout cas, ça me ferait plaisir de le faire avec toi, si c'est d'accord. Les amis, je vais vous remercier d'avoir été présents avec nous. Je vous rappelle que je vais ajouter dans la description de cette vidéo les liens pour aller voir les travaux de Luc, son site, sa chaîne YouTube. Effectivement, tu as aussi une chaîne YouTube. On va mettre ça en lien aussi. Évidemment, comme ça, vous pourrez aller voir de plus près tout ça. Luc, merci d'être revenu nous voir encore une fois. Le plaisir est partagé, crois-moi bien. Et puis on va vous laisser là. On va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Moi, je vous dis, prenez bien soin de vous.
en cette période complètement folle dingue, ça passera, faut pas s'inquiéter. Faut juste bien se mettre à l'abri pendant ce temps-là. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vais parler avec mon cœur de chrétien, vous m'excuserez, mais que Dieu vous garde, mes amis, parce que c'est important. Luc aussi, d'ailleurs, j'ai envie de te le dire, parce que tu es une personne précieuse pour cette planète, pour cette humanité. Et on va se dire à bientôt. Voilà.